dans cet épisode numéro 4 de Dubirama. Nous sommes ravis de vous retrouver. Bonjour. Après de merveilleuses vacances. Bien sûr. On n'en parlera pas, bien sûr. Vous inquiétez pas. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés d'un second club, le Club Philo. Donc nous sommes avec Eve et Dana. Ah, bienvenue. Bienvenue à vous. Lisa. On pense à Lisa, oui, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Malheureusement. Ouais, malheureusement. Quel regret. Néanmoins, avant que nous commencions la présentation du Club Philo, Léna a une petite annonce à nous faire. Effectivement, préparez vos agendas parce que jusqu'au 1er avril se déroulera un festival de cinéma que nous organisons avec l'Institut de l'Image. Je ne sais pas si vous le savez, mais à la Méjane, il y a une salle de cinéma. Pas grand monde y va parce qu'ils projettent des films de niche, mais cette fois-ci, je vous jure qu'on ne va pas projeter des films de niche. Le festival qu'on organise est centré sur le thème de la jeunesse, donc on programme des diffusions de films qui touchent à ce sujet des 15 aux 25 ans. Et on va essayer de mettre des petites animations en place, donc des débats, des interventions de psychologues ou de conférenciers, c'est en place. Mais en tout cas, venez, parce que ça va être très sympa. Il y aura très certainement un buffet, c'est sur le week-end. Voilà, jusqu'au 1er avril. Et ça va être très sympa, donc préparez-vous. Voilà. Merci à toi. Voilà. Petite recommandation. Et maintenant, renvoyons à le sujet principal, Voilà. puisque nous avons des invités de marque. Bien sûr. Des marques du Club Philo, Ouais. le prestigieux Club Philo. Prestigieux Club Philo du On nous a tant lycée parlé. du- Aujourd'hui, c'est une petite collab avec le Club Philo, et donc on va commencer par un peu faire une présentation. Une petite Club. FAQ sous la forme d'une FAQ. Sous la forme du FAQ, là. Typiquement, on va vous poser quelques questions. Oui. C'est gentil, on a été très gentil. Oui, on est gentil. Et je laisse la parole à Gaïa qui va vous poser ces petites questions. Alors déjà, est-ce que vous pouvez un petit peu tout ce qui est un peu les informations sur le Club Philo, combien il y a de membres, comment ça s'organise, est-ce qu'il y a des professeurs, Alors, comment ça se passe? Le club a été créé par Madame Lacoma, qui est une professeure de philosophie. Et généralement, ça se passe une fois par semaine, une fois par 2 semaines, en présentiel. Et cette année, on était des petits groupes. On était 3, donc c'est pas forcément beaucoup. Au départ, on était 4, mais on accueille volontiers parce qu'il y en a beaucoup qui demandent en plus, et à chaque fois, ils viennent pas en fait. Et voilà, Faut venir. faut venir. C'est malheureux. On accueille tout le monde. C'est dommage. C'est malheureux. Oui. Ensuite, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer comment ça se déroulerait une séance type du Club Philo, comment ça se passe quand vous arrivez au Club Philo, combien de temps ça dure aussi? Alors, généralement, c'est 45 minutes, 1 heure. Et D'accord. c'est à midi 13h. Donc voilà, vous pouvez ramener votre pique-nique aussi. Et alors, cette année, c'était les jeudis, mais ça peut changer. Et voilà, donc on choisit un sujet en avance. Donc cette année, on avait l'oubli, la provocation et la discrimination positive. Et ça peut rejoindre, par exemple, des sujets de 2 clubs. On a fait une collaboration entre Club Amnesty et le Club Philo. Et voilà, donc est-ce que tu veux expliquer le déroulement? Comme dans une sorte de débat philosophique, on commence toujours par... c'est quelque chose qui vient directement, on présente d'abord les termes du sujet, c'est pas forcément les termes du sujet, mais les termes de la question. Et après, donc, on déroule jusqu'à arriver à quelque chose où on rajoute la question et qu'on finit par y répondre, mais c'est pas forcément une réponse qui... Conclusion sans forcément y apporter une réponse peut-être. Oui, c'est pas un oui ou un non, c'est de la philosophie. Est-ce qu'il y a jamais une réponse à une question philosophique? Je me demande. Et du coup, vous parlez de débat philosophique, est-ce que vous pouvez faire un lien avec la matière par rapport à la philo? Toi, Dana, t'es en terminale? Oui, alors en effet, ça enrichit les cours qu'on a au lycée, mais ça apporte aussi juste un moment qui est un peu qui n'est pas aussi scolaire que... Voilà. Et ça donne un autre point de vue soit sur les cours, sur des questions. Il me semble que vous êtes loin des notions du programme. Oui. Donc, Oui, parce que du coup, je m'imaginais que... je m'imagine, en tout cas, je vois que la philo que j'avais rêvé en 3e, celle d'un cours dénu de normes ou de programmes à suivre assez normés, assez conformes. J'aimerais savoir si le club philo vous apporte autre chose qu'un programme scolaire, mais plus
des réflexions poussées, très loin des normes. Il y a toujours la professeure qui va guider le débat et donc qui va faire que quand même on va continuer à avancer. Mais il y a toujours, il y a ce truc, ce n'est pas un cours, c'est un club, donc ce qui fait que on peut partir un peu dans ce qu'on veut, même si on est toujours un peu rabattu sur le sujet, mais on peut quand même partir un peu sur ce qu'on veut et essayer de, juste exprimer son opinion, alors que c'est pas forcément, on n'a pas besoin d'avoir un esprit philosophique pour vraiment aller dans le club. Ouais, vous parlerez pas de méthodes de pensée particulières où voilà, c'est très, ça reste quand même beaucoup plus libre et beaucoup plus libre. C'est ce qui fait que c'est plus ouvert aussi. Voilà. Et du coup, j'imagine que ça doit vous apporter beaucoup de choses. Et vous pouvez me dire qu'est-ce que ça vous apporte typiquement le club philo? Moi je trouve que chaque conclusion après chaque séance ouvre sur un autre sujet complètement. Donc souvent on utilise cette conclusion pour choisir le nouveau sujet. Mais surtout ça motive juste à venir discuter avec des gens et entendre des opinions. Ouais, c'est sympa, donc il y a un lien en fait entre chaque séance. Aujourd'hui on a décidé de partir dans le sens du club philo du coup. Et un petit peu de faire une petite immersion un peu dans une séance. Et on va, j'allais dire simuler, mais c'est pas une simulation, on a un sujet et on va un petit peu discuter là-dessus, voilà, pour pouvoir un peu montrer et puis donner envie finalement. Donner envie, donner envie, montrer comment ça se passe. Voilà, tout de suite, on va amener une ligne directrice à cette rubrique débat. Rubrique, quel nom farfelu. On va répondre ensemble à une question, il me semble, que tu avais proposée, Émile. Est-ce que tu peux me la rappeler? Oui. Alors c'est le regret. Le regret, d'accord. Voilà, comme thème de la discussion. D'accord, très bien. Alors peut-être pas une question, mais on va peut-être réfléchir. Je sais pas si on pourra répondre à la question du regret, mais au moins on peut réfléchir. Regret pour interrogation. Regret. Faut-il avoir des romans? Faut-il avoir des romans ou des regrets? Ou des regrets. Oh. Je pense qu'on va partir là-dessus. Du coup, est-ce que vous, qu'est-ce que ça vous évoque du coup le regret? Définition, si ça se définit. Alors quoi? Moi, je pense que le regret c'est un état intermédiaire. C'est un peu une situation dans laquelle on est bloqué parce qu'on désire, on désire quelque chose du passé et donc c'est un peu. Voilà, c'est une envie de faire revivre le passé, mais en même temps, on est bloqué dans le fait que ça soit justement inaccessible. Et donc, le mélange entre le désir et un peu le fait de ne pas pouvoir bouger dans ce désir, ça crée une sorte de tristesse qui devient le regret. Et aussi, ça peut créer de la honte. Un regret, ça peut être une honte qu'on a vécue dans le passé, et donc on regrette de n'avoir rien fait pour embellir cette honte, en fait, pour essayer de surmonter la honte et de dire, en fait, non, c'est pas ça ce que je voulais dire. Donc, en fait, le regret, ça peut faire, j'ai l'impression que ça peut faire à peu près face à... Dans le futur, le regret peut advenir pour à peu près toutes les émotions qu'on a et les sentiments qu'on a vécus dans le passé. Et... Est-ce que vous relierez ça à une sorte de frustration? C'est une sorte de frustration, je pense, parce que c'est un peu... C'est la déformation du désir. Généralement, quand on veut quelque chose, ce serait dans le futur. Alors que là, on veut quelque chose qui est dans le passé. Donc c'est une frustration, parce qu'on peut pas sortir de cet état. Et du coup, c'est une forme un petit peu... Est-ce que ce serait pas un peu une forme de condamnation de soi-même? Dans le sens où on projette quelque chose qui est en fait dans le passé et donc on a une émotion qui s'exprime par rapport à ça et du coup on se prive d'une certaine liberté au final puisqu'on on rend notre émotion dépendante de quelque chose dont on ne dépend plus. Oui, c'est vrai. Tiens, je verrais ça très bien comme une sorte de manque de confiance en son présent, de savoir que notre présent nous suffit plus à être heureux en tout cas. Et je pense que le regret est une entrave à la joie. Donc oui, c'est intéressant parce que on peut regretter, en quelque sorte, quand on regrette quelque chose, on regrette le présent même. Enfin, il y a un décalage entre la manière dont on vit et la manière dont on veut vivre. Et souvent, et donc ce décalage, ça crée soit de la frustration, donc de revenir dans le passé et vouloir
rectifier et changer des choses qui ont donné le résultat de ce qu'on est aujourd'hui. Ou sinon, justement, c'est créer juste un regret continu. On sait que ce qu'on fait aujourd'hui va devenir un regret demain et l'après-demain. Est-ce que le regret, du coup, dans ces cas-là, pourrait être prévisible ? On peut prévoir de regretter quelque chose. Alors même qu'on est en train de le faire, on sait qu'on va le regretter, alors pourquoi... Et donc ce sera un regret légitime, ça veut dire qu'on le ferait parce alors qu'on le sait, mais pourtant on n'a pas envie de regretter. Alors qu'on sait qu'on va le regretter. Parce qu'il y a une certaine prise de risque si on fait ce qu'on a envie de faire. C'est ça. Est-ce que inconsciemment on établit un rapport, pas un rapport coût-bénéfice, mais un rapport instant présent regret, et on se dit que tant pis, et du coup ce serait un peu de la flagellation de notre moi futur, et ça pose la question un peu du coup quelle considération on a sur notre moi du futur. Est-ce qu'on a envie de prendre soin de cette personne ou pas finalement ? Quelle envie on y met en fait. Ouais, c'est ça. Mais j'ai l'impression que c'est un sentiment qui est super révélateur des barrières qu'il y a entre les temporalités, le passé, le présent, le futur. C'est quelque chose qui est un peu impalpable. Et dès qu'on ressent cette émotion, ça nous tombe dessus comme une grosse claque. Et on se dit, mais merde, quoi, le passé, c'est pas quelque chose dont on pense vraiment au quotidien, quoi. Et je vois quelque chose dans le regret aussi comme une forme, comme une rupture parfois entre le conscience qu'on a d'acquis, comme tu as dit, des choses qu'on pense faire, qu'on pensera faire bien, et des choses qu'on fait malgré elles, peut-être de l'inconscient parce qu'on les regrettera plus tard, comme des choses qu'on n'aurait pas voulu. Il y a une rupture entre ce qu'on se dirait de faire, ce qu'on aurait fait et la réalité en fait. Et je pense qu'on pourrait bien faire un lien entre une question d'inconscient et de conscient dans les regrets qu'on va provoquer dans le futur. D'accord. Valentina, tu sembles douter. Non, oui, justement, ça m'intéresse ces questions de conscient, inconscient. Parce que le regret, c'est vrai que c'est vraiment se faire du mal d'une certaine façon. Et pourquoi ? C'est assez cruel comme sentiment. C'est notre corps, enfin je sais pas comment ça se manifeste au niveau propre, enfin concret, physiologique, mais c'est vrai que ça peut être une forme de... Alors ça peut tourner à l'autoflagellation, ressasser dans une forme de rumination, et du coup dans ces cas-là, ça s'inscrit dans un truc très, très violent et long, mais après le regret ça peut être un truc aussi ponctuel, et je pense que finalement ça peut être aussi moteur. Se dire que regretter sur l'instant et regretter, mais savoir du coup comment avancer, donner une direction aussi. Après le regret ça peut être vraiment très refoulé et on peut faire un déni par rapport à ce qu'on regrette, et donc ça va être le point de départ de plein d'autres tourments et de plein d'autres peut-être des tocs ou des réactions disproportionnées dans le quotidien. Enfin, ça peut être vraiment à l'origine de plein de problèmes qui nous semblent futiles au quotidien, mais on ne le sait pas en fait. Ouais. C'est pour ça qu'on se dit, ce que tu as dit, c'est que ça fait avancer, mais à la fois on n'a pas envie de regretter sur le moment, on n'a pas envie de regretter. Donc on sait que ça nous fait avancer, donc personne se dit, pour avancer je vais regretter, parce que c'est impensable. Mais c'est une sorte de droit à l'erreur en fait. Ouais. C'est-à-dire que tu sais plus tard, comme tu as pris conscience que tu as regretté et tu sais pourquoi tu as regretté, tu vas laisser ça de côté et tu vas pouvoir avancer grâce à ça. Plus prendre le regret comme une expérience, peut-être, qui nous ferait avancer. Mais du coup, puisqu'on parle de cette souffrance que peut être le regret, je trouve intéressant de se demander pourquoi on fait des choses alors même qu'on sait qu'on va les regretter. Qu'est-ce qui nous pousse à agir ? Une peur du moment présent. Je pense qu'on peut associer le regret à la peur aussi. La peur de ce qui pourrait nous arriver si on fait quelque chose. À une honte qu'on pourrait peut-être se remettre dessus et qu'on n'a pas envie d'avoir honte de ça. Comme, un manque de confiance en son soi présent, quoi. Je pense par rapport au TOC aussi et aux peurs, c'est le fait de choisir de... Enfin, c'est un peu... On est encadré entre le regret du passé, donc ça veut dire qu'on a attendu quelque chose de soi-même au passé qu'on n'a pas fait. Donc c'est... Dans ce sens, c'est cruel, parce que voilà, c'est justement ne pas accepter l'erreur. Et donc ça, c'est dans le passé. Dans le futur, on a la peur de se décevoir
donc ce que ça donne, c'est dans le présent, on choisit d'avoir peur et d'obéir aux peurs plutôt que de prendre le risque de regretter après. Du coup, le regret, ce serait plus une question de rapport à soi-même, puisque tu parles... je trouve ça intéressant que tu parles de droit à l'erreur et de peur de se décevoir. Et du coup, dans quelle mesure on se déçoit et à partir de quand on décide que c'est douloureux, parce que ça dépend aussi des attentes qu'on a envers nous-mêmes. Donc peut-être que la notion de regret, c'est quelque chose qui est muable en fonction des personnes aussi. On sait qu'on n'a pas tous le même taux de regret, on fait pas tous des choses qu'on regrette et on regrette pas tous au même degré les choses. Puis le regret a cet avantage en ce sens qu'il est éphémère et que si on se laisse le droit, on se donne ce droit à l'erreur, qu'on se dit je vais regretter mais je prends ce risque, c'est parce qu'on sait au final qu'on a cette garantie que c'est éphémère et qu'on va toujours finir par se rattraper en fonction de ce qu'on fait bien sûr. Il y a aussi une sorte de routine qui s'installe dès qu'on regrette une fois quelque chose au passé, on va l'appliquer souvent à plusieurs choses qu'on a fait dans le passé. Oui. Et donc on préfère reprendre le même chemin et faire les mêmes choses qu'on a fait au passé pour savoir comment le regretter après, à la place de juste laisser de côté ça. Il y a une forme de confort aussi dans la prise de risque. Je pense que, je sais pas si la prise de risque c'est forcément le bon terme, parce qu'au final tu prends pas forcément de risque si tu sais l'issue c'est que tu vas regretter. C'est pas forcément un risque, c'est que juste tu te replaces constamment dans le même schéma en fait, où tu fais une action que ton toi prochain va regretter et tu le sais, donc il y a plus forcément de notion de risque, ou du moins elle est floue du coup. Et je vois dans le regret aussi, si on le maîtrise pas, je veux dire, si on le prend pas comme quelque chose pour aller de l'avant, ça peut vite se transformer comme une condition, comme si on se mettait en captivité dans une sorte de bulle de peur en fait, comme tu en as parlé. Et c'est assez brut, cette rupture entre ce qu'on aurait voulu faire et ce qui se passe vraiment en fait, comme si la réalité nous rattrapait. Je pense que dans le regret il y a une forme de captivité. Mais si on veut remédier à ce cercle vicieux, faut sortir de ce mécanisme-là. Et je sais pas si c'est quelque chose qu'on peut vraiment faire tout seul. Je pense qu'il faut avoir déjà une lucidité de faire pour se dire je suis dans ce mécanisme-là. Et c'est un truc un peu méta du coup. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que c'est quelque chose aussi qu'on peut régler par le biais de plein de techniques. Je veux dire, une thérapie, un truc, un machin. Cactus sur votre bureau. Conclusion, soignez-vous. Non, mais il y a de ça, mais après, on n'est pas dans l'ordre ni de la pathologie, ni du problème particulièrement psychologique ou psychique. C'est juste que c'est quelque chose qu'on connaît tous. Et effectivement, il faut avoir cette prise de conscience-là pour essayer d'y remédier, quoi. Question, est-ce que selon vous le regret est utile ? Alors c'est une bonne question, parce que mais par rapport à la conscience et l'inconscience, ça peut montrer une certaine évolution dans la manière dont on comprend ces actes. Mais est-ce qu'il y a vraiment une sortie dans le regret ? Est-ce que c'est un état qui nous aide à passer à autre chose ou l'inverse ? Ouais, le regret c'est utile dans le sens si on a fait quelque chose de mal avant ou si on a vraiment fait quelque chose qui nous a empêché en fait de continuer. Et par contre si on n'a rien fait de mal et qu'on regrette quand même parce que c'est un truc qui nous a traversé l'esprit et on s'est dit mince. Et donc je pense que si on a fait quelque chose de mal avant, c'est bien de réfléchir sur ce qu'on a fait de mal. Ouais. Et donc c'est bien de regretter et de se faire un petit coup de se dire c'est pas bien, ça te punit un peu et après comme t'as pris conscience, c'est une émotion qui est nécessaire pour je trouve que c'est intéressant le degré émotionnel du coup du regret, parce que du coup c'est ça qui va nous faire on va dire cogiter, c'est ça qui nous fait réagir, parce que si on ressent rien on n'a pas de vie quoi. Et je pense que cette émotion elle est aussi provoquée par le fait de regarder son action passée sous un certain angle, sous un certain regard, et le regret il s'entretient en regardant cette action passée toujours avec ces mêmes lunettes on va dire. Et du coup je pense que ce qui
ce qui permet de s'éloigner un peu de l'aspect émotionnel, ce serait de se décaler et d'avancer justement, ce serait de se décaler de ce regret-là et regarder la même situation juste en faisant un pas de côté et sous un autre angle. Mais je pense que ça c'est aussi véhiculé par l'émotion du regret. Je sais pas si c'est assez clair ce que je dis. Oui, donc si j'ai bien compris, donc souvent on regarde le soi au passé avec le même regard qu'on a aujourd'hui sur soi-même, alors que ça peut être assez violent, une rupture assez violente, parce que c'est une sorte de saturation du passé. On laisse pas, voilà, on laisse pas de place pour autre chose se développer dans ce qu'on a été. Ouais, je pense que c'est en ce sens que le regret peut être assez inutile si c'est simplement se regarder avec toujours les mêmes lunettes et ressasser un événement. Le début d'un cercle vicieux. Avec toujours... en fait, je sais pas si on peut parler de cercle, mais je verrais ça plus comme un aller-retour constant en fait. Juste regarder vers l'arrière et avec toujours le même filtre en fait. Toujours le même filtre, ce filtre émotionnel là en se disant je regrette. Plutôt que prendre un autre chemin et regarder son action passée sous un autre angle, par exemple, qui permettrait là d'avancer et d'intellectualiser la situation. En parlant de regrets, Léna et moi sommes allés récemment au théâtre. Et nous regrettons d'y être allés. Alors, peut-être pas, mais nous sommes allés voir il y a quelques semaines au GTP à Aix, le Grand Théâtre de Provence, Antigone à Molenbeek et... Lui à une pièce dont j'espère que Alexis se souvient du titre, mais je ne m'en souviens Absolument pas. C'est très grave, c'est extrêmement grave. Tirésias. En tout cas, c'était deux revisites des mythes grecs, Antigone et Tirésias, un mythe que je ne connaissais pas. Revisité de façon un peu originale. Très originale. À l'unanimité, il y a quelques personnes qui ont apprécié, mais c'est vrai que ça n'a pas vraiment enflammé les foules. Alors, à savoir que voilà. Il y a eu Antigone, première partie, aux alentours de 20h, une pièce, ma foi, originale. J'ai apprécié, en fait, il y a une seule chose que j'ai retenue, parce que, à savoir que l'histoire était extrêmement incompréhensible, je me suis focalisé sur la mise en scène. Parce que c'est la seule chose. Oui, la seule chose qui paraissait à mes yeux. L'histoire, elle était compréhensible. Je sais pas ce que t'en as pensé d'Anna avec qui elle dit aussi. Pardon. Oui. Donc, à défaut de ne pas me concentrer sur l'histoire, je me suis concentré sur la mise en scène qui était extrêmement originale. Je cite, il y avait un jeu de matière extrêmement intéressant de par l'audition avec 4 violons extrêmement immersifs qui étaient un peu la... musicien virtuose. Ah oui. Mais moi j'ai trouvé qu'il jouait vraiment très bien. Ah oui. Il y avait un orchestre, c'était du live ou c'était... Oui. C'était 4 violonistes, il y avait pas, c'était des violons, que des violons. C'était pas des altos, non des violons, je pense, oui. C'était une sorte de ligne directrice musicale que j'ai appréciée en fait, qui proposait une ambiance auditive que j'avais jamais vue auparavant, honnêtement. Après, en autre sens, le visuel évidemment, la mise en scène était très simple. La scénographie était sympa. Très sympa, très simple surtout. Il y avait un jeu avec l'actrice... En fait, c'était un seul en scène. Voilà. Et je vais te laisser expliquer, ça m'a l'air assez... En fait, Antigone et Tirésias étaient joués par 2 actrices, 2 comédiennes différentes. Et donc c'était 2 seuls en scène, donc un monologue. Antigone c'était 1h15 et Tirésias c'était 1h30. Et donc le visuel était... Donc la scène était relativement vide. Enfin, il y avait les violonistes qui accompagnaient le monologue. C'était très bien. Mais donc derrière les comédiennes, il y avait un écran qui projetait l'image d'une GoPro qui filmait. Donc en fait, elle tenait une GoPro, elle se filmait. Et donc c'était un peu un vlog de leur monologue. Et en soi, c'était immersif. Dans Antigone, ça nous a permis de... Donc à un moment donné, elle est dans la rue, elle décrit... l'ouverture, elle est dans la rue, elle décrit ce qu'elle dit. Étant donné qu'elle marche, je comprends que... Enfin, c'est plutôt immersif. Après, c'est vrai que Tirésias, le monologue était si... comment dire, imperceptible et peu compréhensible. Inaccessible. C'est plutôt inaccessible que c'était compliqué de s'immerger malgré tout ce qui était mis au niveau de la scénographie. Il y avait un jeu avec... je sais pas si c'était de la farine ou du sable, mais les deux actrices jouaient, enfin, dans les 2 pièces en tout cas,
Il y avait un jeu avec cette matière-là, j'ai pas compris. Encore une matière, ouais, c'est... Je sais pas, non mais c'est stylé. Ce matériau qui évoquait le temps qui passe, je sais pas ce que t'en as pensé, Diana, du sable. Du sable. Alors je trouve il y avait quelques idées qui étaient belles avec les caméras, mais voilà, mais souvent on n'avait pas besoin de la caméra, c'était juste un effort pour être assez moderne, mais en réalité on n'avait pas vraiment besoin pour mieux comprendre. Pas mal de superflu, ouais, non. Ou le moment où elle se met à peindre une sorte de plaque de plexiglas en blanc. Je n'ai jamais compris pourquoi elle l'a peint en blanc. Alors je me dis que c'était peut-être l'image d'une toile. Elle écrivait son histoire, elle peignait, je sais pas. À coup de gros pinceaux et de peinture blanche. Qu'il laissait l'interprétation libre. En fait, le problème. Alors j'ai discuté avec donc, nos professeurs qui nous accompagnaient, Madame Kinekoviak, Madame Malacan et Madame Rigaud. Et alors il y en avait d'autres, mais Madame Malacan a juste vu Antigone. Et bon, je ne veux pas reporter ce qu'elle m'a dit, je ne vais pas me tromper non plus, mais elle a vraiment apprécié Antigone parce que c'est vrai qu'il y avait le fil conducteur du mythe qui est simple à comprendre. Antigone va enterrer son frère, c'est comme ça chez Sophocle, c'est comme ça chez Anouilh, chez Brecht aussi, c'est relativement la même histoire, et toujours avec une instrumentalisation sur le plan du message, parce que c'est ce dont à quoi le mythe sert. Et donc il y avait quelque chose de plutôt compréhensible, voilà, donc Antigone s'appelle Nouria, elle va enterrer son frère qui a commis un attentat terroriste, un attentat suicide, et donc elle se bat avec la justice pour enterrer son frère. Voilà, bon. Jusqu'ici, ça va. Mais Tirésias, le mythe est compliqué de base, si on ne le connaît pas, on ne peut pas comprendre, et en plus j'ai l'impression que le texte était très loin du message originel. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'est vrai qu'on a du mal à comprendre la trame, quoi. Mais surtout, juste avec la voix, on a du mal à entendre. Ouais. Donc, ouais. Alors je suis d'accord avec toi, sans la connaissance du mythe de base, j'ai été complètement perdu. Puis même, il y avait une amie qui était avec nous, elle connaissait très bien le mythe, Madame Kikovac connaissait le mythe aussi. Ouais. Disons qu'on en était loin, quoi. Ouais. Donc, même avec Antigone, il y avait par moments En fait, je trouve le personnage était très très perdu dans son histoire, alors que Antigone, oui, alors qu'Antigone originellement est assez très sûre d'elle. Oui, elle est assez déterre. C'était déjà plus normé, la pièce était déjà plus normée parce que voilà, fun fact, faut dire que Tirésias c'était un long monologue avec parfois des moments de vlog. de vlog existence où cette actrice prenait une caméra et se filmait en vlog. Vlog, d'accord. C'était un vlog existence et ça a rajouté une dimension comique à la pièce. Je pense que personne ne s'y attendait, surtout moi. Ouais, c'est difficile de... C'était pour apporter, je pense, une forme de modernité, mais du coup, si c'est mal maîtrisé... Non, je pense que c'est vraiment parce que le monologue c'était énormément de pathos et je pense que c'était pour nous immerger dans son émotion, mais si on n'est pas dedans, c'est pas possible. Ouais, je comprends. D'autant plus que c'était très caricatural, je trouve. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose à en tirer, peut-être que la mise en scène voulait montrer que la personne était perdue et que plus personne pouvait la suivre. Pour Antigone, je trouve que ça avait son utilité. En tout cas, Tirésias surtout. Ouais, mais Tirésias, parce que faut avouer que... Alors peut-être que c'est l'actrice en elle-même, mais ou le personnage qu'elle jouait, mais il y avait... une forme de folie à la fin. Ces mots étaient très confus. Ces structures de phrases n'avaient plus aucun sens. Ouais, la syntaxe, je pense que c'était... je pense que c'était voulu. C'était voulu. Parce que du coup, il y a un jeu qui est très réussi, en tout cas, c'est de montrer la formation d'une sorte de monstre que plus personne ne comprend, ni même les spectateurs. Je dirais pas le mot monstre. Après, c'est vrai que il me semble que Tirésias, il n'y a pas de pièce... Enfin, je suis en train de regarder, de me renseigner. Et c'est vrai que du coup c'est un mythe qui est connu apparemment, mais c'est pas comme Antigone où il y a eu plusieurs adaptations théâtrales avec Anouilh ou même celle de Sophocle, mais je veux dire du coup peut-être que le monologue que vous avez entendu est issu d'une création de la troupe. Voilà, oui, c'était mais y compris pour Antigone. Comment elle s'appelle Non, mais bien sûr, c'est une poétesse britannique qui a écrit le texte. D'accord. Et c'est deux metteurs en scène qui ont mis ça en scène. Mais en tout cas, déjà l'écrivaine, je pense qu'elle n'a pas du tout participé à la mise en place de la pièce et que c'est un poème original en fait. Oui, voilà, d'accord. Donc, c'est un peu. Surtout que si elle est britannique, ça a été traduit. Peut-être que la traduction s'est mal passée, d'où le problème de syntaxe, peut-être. Après, c'est quand même bizarre de présenter un truc mal traduit. Hein. Enfin, ça me paraît gros quoi. Je pense pas que c'était mal traduit, c'est juste peut-être que le poème de base est mauvais. C'est juste peut-être le poème de base est pas dingue en fait. Pour nous ramener sur le débat et peut-être faire une conclusion, faire une conclusion,
N'allez pas avoir des là, vous venez de raconter votre regret, en gros. Qu'est-ce que vous avez regretté. Et en prenant conscience de ce que vous avez regretté, et bah, vous avez quand même trouvé des bonnes choses et vous avez quand même découvert un univers. Le regret est utile. Voilà, donc on se remémore. Heureusement qu'on était conscient de notre regret. Dana, est-ce que avoir peut-être ou pas regretté d'avoir vu cette pièce, est-ce que ça t'a apporté quelque chose sur ta réflexion artistique en tant que spectatrice Alors, ça... Oui, en fait, je regrette pas de l'avoir vu, parce que ça a donné un exemple quand même d'une pièce à laquelle j'étais pas habituée. Mais c'est vrai que ça a ouvert, enfin pas la pièce en elle-même, mais juste le fait d'y être allé, ça a ouvert un peu une réflexion sur la mise en scène moderne, qu'est-ce qu'on doit mettre et qu'est-ce qui est inutile, et sur le monde moderne, enfin pourquoi est-ce qu'on utilise les écrans, est-ce que... Voilà. Je pense que la mise en scène aussi certaines mises en scène permettent de se rendre compte du degré de modernité de certains textes aussi. Et je fais un lien parce que ça fait 2 semaines que je bouffe du Tartuffe pour les révisions et j'ai eu l'occasion de voir plusieurs mises en scène et notamment des trucs extrêmement modernes, enfin qui pourraient tout à fait se passer dans notre ère. Et ça permet de se rendre compte de la modernité de Molière par exemple. Et donc je pense que là le pari était peut-être un petit peu raté avec Antigone. Un texte qui était déjà moderne en fait. Voilà. Et voilà, je trouve intéressant aussi que le fait du regret, ça peut être bénéfique dans le sens où ça amène à regarder, à revenir sur une situation, ça amène à réfléchir quand même. Ça amène à réfléchir parce que là, le fait d'être revenu sur votre... ou l'émotion sur le moment, c'était je regrette d'être allé voir la pièce, et pourquoi. Et du coup là, on a pu un petit peu, ça nous a amené sur une forme de critique en fait de la pièce, et donc c'est ça qui est intéressant. Et donc ça marche pour une pièce de théâtre. Et là, ça nous apporte des choses. Voilà, et ça marche pour une pièce de théâtre, et ça marche pour une situation quelconque, même si je pense que le regret d'être allé voir une pièce de théâtre est très ponctuel et très rare. C'est pas une plaie béante, je pense, dans votre moi du présent. Non, je pense que personne ne regrette vraiment d'y être allé, ça nous a apporté beaucoup de Ça apporte toujours quelque chose en vrai. Voilà, c'est ça. Les discussions. Oui. On en tirera toujours quelque chose, oui. Non. Non. Petite conclusion de Dana. Dis-nous. Non, c'était pour revenir juste sur ce que tu as dit, sur... voilà, souvent on est un peu trop noyé dans ce que ça veut dire d'être moderne. Donc juste de voir la manière dont c'est exploité, ça peut aider à prendre un pas de recul et comprendre ce qui est vraiment moderne et ce qui prétend. Ouais. À quel moment est-on dans notre temps ? À quel moment on passe dans le moderne ? C'est vrai ça. Parce que autant il y a des gens qui parlent du on peut parler de moderne à partir c'est une ouverture, du XVIIe siècle et en fait on peut parler du moderne. Il y a des gens qui emploient le terme moderne pour parler à partir du XXe siècle, tu vois. Après, il y a le terme moderne, il a un sens académique, dans le sens l'époque moderne, la modernité. Les artistes essayent de s'ancrer dans leur temps et d'être modernes. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais oui, puis si on peut faire un lien avec le regret, dans quel sens on est dans notre temps, si jamais on passe tout le temps notre temps justement à ressasser le passé, est-ce que la modernité, ce serait pas aussi psychologiquement, personnellement avancé ? Je sais pas, peut-être. Ouverture, et là pour le coup il y a un contraste intéressant entre l'ouverture très académique, style dissertation que nous propose Léna, et le débat philo qu'on va conclure dès maintenant avec ces magnifiques paroles. Sur ces belles paroles. Écoutez, merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir écoutés. Merci à vous d'être venus. Pas conclusion du débat puisqu'on a quand même un peu ouvert. On peut pas. Est-ce qu'on peut parler on n'a pas conclu. On a ouvert. Est-ce que vous faites des conclusions établies pendant le club ? On reprend un peu tout ce qu'on a fait, mais on fait pas des conclusions, on choisit un nouveau sujet. Surtout qu'en plus il y a une question qui est posée, donc tu peux quand même plus mettre une conclusion derrière une question que derrière juste un mot. Un sujet sur un sujet. C'est vrai qu'on n'a pas problématisé finalement. On n'a pas tant problématisé le sujet. Mais personne ne prétend être des philosophes établis ici. On est moderne. C'est ça. Bon allez, on va vous laisser. Merci pour votre écoute. À joindre le club philo, n'hésitez pas. Oui, venez parce que c'est plus intéressant quand il y a beaucoup de monde. Merci d'être venu d'ailleurs. Merci beaucoup pour votre participation.
Merci de nous avoir invités. C'était un plaisir, très intéressant. Et puis voilà, c'était l'épisode numéro 4 de Dubirama avec le club Philo. On vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas non plus à aller checker le petit festival de cinéma. Oui. Alors, j'ai pas encore. Je suis normalement chargée de communication, faut que je fasse des posts sur Instagram, mais promis, je ferai et vous allez partager tout ça. Voilà. Merci à toi, Léna, pour cette fin. Puis voilà. Et puis c'est tout pour cet épisode 4 de Dubirama. À la prochaine. Salut. Salut, merci beaucoup.